Moi, j'ai toujours pensé 3 S, social, sport, santé. Moi, j'ai dit toujours, il faut essayer d'aller chercher les moyens où ils sont pour les mettre à disposition de ceux qui n'en ont pas suffisamment. Première surprise, c'est la première fois qu'on me disait que j'étais malin, et la première fois qu'on me disait que j'étais trop malin. Je suis aussi président de Liège Sport, où nous distribuons 1 millier de chèques sport, justement pour intervenir sur les cotisations des jeunes des sportifs défavorisés. C'est une profonde injustice qui m'a fort affecté, parce que c'était vraiment l'objectif que je poursuivais. Quant aux jeunes, je dis encore, ce qui compte, c'est de vouloir quelque chose et de le vouloir vraiment. Ce que j'ai, c'est à me battre avec tous ceux qui veulent se battre pour que les jeunes aient les moyens de réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser. Pas forcément uniquement à leur profit, mais à leur profit et au profit des autres. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michel Faouet, donc une personnalité incontournable de la vie publique liégeoise. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc c'est un parcours riche d'engagement, conseiller communal, ancien secrétaire général du CPS, président de l'ASBL Liège Sport et à la tête d'autres initiatives sociales et sportives, également président de l'intercommunal des pompiers. Donc un riche parcours, un homme de terrain et de conviction. Je vais commencer par une question pour démarrer. Une question simple. Qu'est-ce que représente Liège pour toi ? Tout. Tout. C'est-à-dire ? D'abord, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Vous êtes heureux que je sois là, mais moi je suis très heureux d'être là aussi. Magnifique. Donc merci de m'avoir permis de m'exprimer, et surtout la première question, c'est une question qui me plaît beaucoup parce que représente Liège pour moi. Tu sais, moi je suis né à Jupy, qui est maintenant Liège. J'ai toujours vécu à Liège, j'ai toujours travaillé à Liège. Et vraiment, et j'aime beaucoup la mentalité des Liégeoises et des Liégeois. Donc je ne vois pas ce qui me manquerait dans cette remarquable ville. Et de temps en temps, quand je m'ennuie, je demande qu'on fasse un peu des travaux, et on en fait. Magnifique. Bah, c'est vrai que Liège, souvent quand il y a des Français, j'ai beaucoup d'amis français, quand ils viennent en Belgique, ils font Bruxelles, Charleroi, Namur, etc. Mais quand ils viennent à Liège, ils repartent avec des vrais souvenirs, ils se disent à chaque fois, tiens, j'aime pas la Belgique, mais Liège c'est différent, c'est génial. Oui. J'ai de temps en temps, notamment des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, parce qu'il y en a. On m'a déjà dit, Michel, tu ne dois pas oublier que la principauté de Liège n'existe plus. Hein, et je suis d'accord. Et j'ai toujours pensé que dans les villes et communes, on a fait, et on a bien souvent bien fait, de créer des départements comme les travaux, comme la culture, etc. Si j'avais été bourgmestre, comme ça a failli l'être à un moment donné, j'aurais probablement créé un échevinat des gens. C'est vrai. Parce que ça n'existe nulle part. Ouais. Or, je pense que les gens doivent pouvoir avoir des contacts, que ce soit avec l'administration, et aussi l'accueil des personnes qui viennent à Liège pour la première fois. Et je pense qu'ils doivent trouver à Liège une ambiance, un état d'esprit qu'on ne trouve pas ailleurs. Liège, c'est ça aussi, quoi. C'est ça, et c'est vrai qu'au-delà de l'environnement, il y a aussi cette mentalité qu'on a qui est un peu à part. Et je pense que c'est vraiment ça qui plaît. Et souvent, oui, il y a l'accent, mais il y a aussi la mentalité qu'on retient. Et ça, franchement, je trouve que c'est top. Et malgré l'évolution, la nouvelle génération, etc., il y a toujours cette ambiance liégeoise. Et ça, franchement, c'est bien, quoi. Oui, Liège, c'est aussi une ville, tu parles de l'accent. Je suis d'autant plus d'accord que c'est une des seules villes où la population, ceux qui ont un accent, souhaitent le garder. Il y en a beaucoup qui essaient de se débarrasser de leur accent, tandis qu'à Liège, on est fiers de l'avoir, parce que ça montre aussi que nous sommes liégeois, par rapport à tous ceux qui, eux, viennent nous rejoindre. Je ne te dis pas que les Français essaient d'avoir l'accent liégeois, ce serait très difficile pour eux, et je te le dis à toi. Mais d'un autre côté, je pense que ça fait partie aussi de la richesse culturelle de la ville et de la population liégeoise. C'est exactement ça. Et on va un petit peu retracer ton parcours pour voir un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui a fait que tu as fait autant de choses dans ton parcours, dans ta vie. Tu nous as parlé que tu avais grandi à Jupy, que tu avais commencé en étant coursier à Coqueril. Est-ce que tu peux justement nous réexpliquer ce que tu nous as expliqué Oui, bien volontiers. Donc moi je suis né à Jupy. Je précise toujours que je suis né tiers d'Ameide. Et si un jour vous vouliez lancer un concours, il faudrait essayer de trouver où se trouve le tiers d'Ameide, surtout aujourd'hui. Donc je suis né à Jupy, j'ai toujours vécu à Jupy.
À 14 ans, mon papa était ouvrier au chantier naval, ma maman ménagère, problème de santé de mon papa et obligation pour moi d'arrêter mes études. Et j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, comme coursier à Coquerel-Ougrey. J'ai donc travaillé là-bas, je crois que j'ai été apprécié, donc je ne suis pas resté, j'ai pas fait le coursier longtemps, j'ai fait de l'administration, et puis alors on prévoyait même que je devienne chef de bureau. J'ai devancé la date de mon service militaire que j'avais fait en Allemagne, parce que là on faisait 3 mois de moins qu'en Belgique. Et je ne suis pas forcément militariste, donc si tu veux, j'ai fait mon service militaire en Allemagne, et à Cochrane, il m'avait été promis que quand mon service militaire serait terminé, j'aurais une promotion. Et hélas, on a commencé à l'époque, j'étais alors à Coquerel au pont de Serein, on a alors commencé aussi un peu à rationaliser, et on m'a dit que l'emploi de chef que je devais avoir, je ne l'aurais pas, parce qu'on le supprimait. Ça a fait alors que j'ai postulé ailleurs, et notamment j'ai postulé à l'assistance publique de Liège. Okay. Je suis entré en assistance publique à l'hôpital de Bavière, pour être précis. J'ai fait donc là, dans toute ma carrière, en assistance publique, c'est-à-dire 40 ans. Je suis resté 40 ans en assistance publique. D'abord 10 ans, donc c'était l'assistance publique qui est devenue le CPS et tout ce qu'on sait. Et si tu veux, pendant 10 ans, là-bas, j'ai essayé de progresser dans la carrière. Et à 34 ans, je suis devenu directeur général de l'assistance publique, qui était le CPS, où il y avait à peu près 5000 agents. Hein. Ah ouais. Et c'était déjà devenu le CPS ou pas encore ? C'était devenu CPS. Donc j'ai commencé assistance publique, qui est devenu CPS. Je suis devenu directeur général, qui était secrétaire général, on a changé le titre. Et là, nous étions 5000 parce qu'il y avait les hôpitaux, il y avait les maisons de repos. Tout ça dépendait du CPS, quoi. Ok, et du coup, à côté de ça, est-ce que tu développais déjà d'autres projets ou tu étais vraiment... Non, donc, moi, j'ai toujours pensé 3 S, jamais 2, 3 S. Social, sport, santé. D'accord. Donc, toute ma vie durant, j'ai été 30 ans président d'un club de foot. Lequel ? J'ai été président à Jupille. Comme Jupille avait un terrain malheureusement qui n'était pas en bon état, on a alors fusionné avec Bressou, c'est devenu la RUL, Royale Union Liégeoise, et ensuite la RUL s'est exportée à Serein, où là il y avait 6 terrains de foot, mais il n'y avait plus d'équipe, parce que Serein venait de fusionner avec le Standard, et tu avais 350 jeunes qui n'avaient plus de club. D'accord. Donc alors nous avons fait Serein-RUL, Serein, Royale Union Liégeoise, tout en conservant le terrain de Jupille pour les jeunes de droit, que c'est du fond de Jupille, pour ne pas les obliger à venir à Serein. Donc il y avait Serein avec 6-7 terrains, et il y avait Jupille. Donc ça, je me suis toujours occupé de sport. J'ai toujours beaucoup aimé le sport, la santé, parce qu'au CPS, tous les hôpitaux publics dépendaient du CPS. Donc forcément, je m'y suis intéressé et beaucoup, parce que la majorité du personnel était du personnel hospitalier. Donc j'ai bien aimé sport, social. Quand tu es directeur général du CPS, en tout cas que ça, que tu n'aimes pas le social, que tu ne le vives pas, et que tu vois les difficultés énormes que les gens rencontrent, et ça ne va pas malheureusement s'améliorant. Ouais. Et d'où te vient ce côté engagement et conviction, le côté social, d'où te vient ce côté où tu as envie vraiment d'aider, que ce soit au niveau de la ville, etc. 2 choses. D'abord, il faut savoir que ma famille, je t'ai décrit, moi j'avais 2 petits frères, une maman et ménagère et un papa souffrant. Donc tu dois vivre comme ça. J'ai toujours une petite anecdote. Il y avait des petits commerces à Jupille, et j'allais faire les courses, comme on dit. Michel va un peu faire les courses, et je laissais toujours passer les gens avant moi, ce qui me donnait une réputation d'être un gamin gentil et honnête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens passaient avant moi parce que je n'avais pas d'argent pour payer. Authentique. Et comme je ne voulais pas que les gens voient que je ne payais pas, j'ai laissé passer tout le monde. Et tout le monde a toujours dit, Michel Faouet, c'est vraiment un gentil gamin. Dans les faits, à vous maintenant, je peux vous dire que c'est parce que je n'avais pas de fric pour payer, quoi. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du cinéma. Ah ouais ? Allez, une anecdote. Le cinéma que je faisais,
Tu prends une boîte de chaussures. Ouais. Dans la boîte de chaussures, tu découpes un écran. Le film, tu prends d'une bande dessinée d'un journal. Tu découpes et tu colles les morceaux avec de l'eau et de la farine. Ça colle, tu mets ça sur une baguette, tu mets la baguette dans la boîte, tu tournes, et si tu as un peu de gueule, tu racontes l'histoire. Ah ouais. Et les enfants venaient, mais ils devaient m'apporter une chic. Donc j'ai fait aussi du cinéma, mais à ce niveau-là, si tu veux. Ah ouais. Et puis j'ai fait le sport et le social. Mais quand je suis entré en assistance publique, puis au CPS, avec la situation que j'ai connue, et pour tout vous dire, mon papa était ouvrier au chantier naval, mais il était aussi candidat communiste et délégué de syndicat. Tu comprendras donc que la fibre sociale, je l'ai depuis le début. Et comme j'adorais mon papa, j'ai suivi ses idées en améliorant, non pas en améliorant, modifiant un peu les choses, mais ça vient quand même de là. Et du coup, il a dû t'encourager, il a dû être fier de ton parcours par la suite. Oui, très fier, très fier. Il m'appelait Vie, c'est-à-dire vieux, parce que j'étais l'aîné des trois. Ah ouais. Et quand je faisais des choses qui m'apparaissaient un peu particulières, je lui demandais toujours son avis. Okay. Et ça se terminait toujours par « t'as raison, Vie ». Excellent. Ben, c'est bien d'avoir un mentor comme ça, des jeunes. Ça, très fier. C'est génial. Et tu aimes bien le sport. Du coup, est-ce que jeune, tu as été sportif? Tu as fait du sport un petit peu ou pas? Oui, donc j'ai été gardien de but. Ah, où ça? À Jupy. Pendant 10-15 ans. Ah ouais, quand même. Toujours pour la petite anecdote, je te signale que quand j'étais à Jupy, j'étais un peu plus mince. Ah. Et alors, mes petits-enfants aujourd'hui, quand ils voient des photos, il y a des photos où j'étais dans le but. Et ils me disent « Oh, papy, et maintenant tu ne joues plus ». Alors, je leur expliquais que quand j'étais dans le but à l'époque, je plongeais, mais je n'atterrissais pas tellement j'étais souple. Et maintenant, quand je plonge, il en faut 4 pour me relever. Ce qui fait plaisir à mes petits-enfants quand ils entendent la grande carrière sportive de leur grand-père. Excellent. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des rêves ou des objectifs de vie autres que justement peut-être le côté social, etc. Sincèrement, je me suis beaucoup investi dans tout cela parce que je suis aussi depuis 45 ans, 50 ans bientôt, président des disciples de Charlemagne, qui est une confrérie jupilloise. Et je préside depuis 50 ans avec une bande d'amis où on fait la promotion de Jupy. Et ça ne t'étonnera pas, la promotion de la bière de Jupy. Évidemment. Donc, je me suis aussi investi un peu dans le folklore avec une série d'activités culturelles liées aux disciples de Charlemagne. Donc j'ai quand même eu... Mais j'ai jamais rien fait tout seul, j'ai toujours été bien aidé. Tout ce que j'ai fait, on l'a fait en équipe et j'ai toujours eu, de temps en temps une exception, mais j'ai toujours eu, si tu veux, des amis sur qui on peut compter et qui m'ont toujours beaucoup aidé. Donc je trouve que ça aide aussi à avancer et à aider les autres, parce qu'il y en a aussi. Je suis à titre personnel très content de tout ce qu'on a fait, mais je suis aussi très content de voir la progression de certains. Parce qu'ils étaient dans l'équipe et parce qu'ils avaient envie de s'investir. Ouais, bah oui. Et comment tu vois aujourd'hui l'évolution par rapport à l'époque, on va dire ça comme ça, peut-être il y a 40, 30, 20 ans, et aujourd'hui au niveau social, au niveau de tout ce qui se passe, tu vois, avec les jeunes, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça évolue bien ou c'est pas spécialement? Quand Coluche est venu à Liège, moi je l'ai accueilli avec José Appert quand on a fait les Restos du Cœur. Ah, il est venu en quelle année? Ouf, toi, il est venu il y a... Je ne savais même pas qu'il était venu. Tu sais, il est venu. J'ai toujours de belles photos avec Coluche, Clémence Lambinon, qui était la cheville ouvrière du Resto du Cœur. Et ce qu'on se disait, en parlant amicalement, c'était on espère qu'on fait ça, mais qu'on ne le fera pas longtemps. Et quand tu vois maintenant le travail remarquable accompli au Resto du Cœur, avec des 250, 300, 350 repas par jour, tu te rends bien compte qu'on n'a rien réglé et que malheureusement la société aujourd'hui engendre ce type de besoin et je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu régler ce problème-là. Ce que je crains aussi, et ça c'est pour l'avenir, moi je suis quand même un homme âgé, donc, mais je pense aussi aux générations futures, si les choses n'évoluent pas, si on ne prend pas... Moi j'ai dit toujours, il faut essayer d'aller chercher les moyens où ils sont pour les mettre à disposition de ceux qui n'en ont pas suffisamment. Je n'ai pas le sentiment que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai malheureusement un pronostic assez désagréable sur l'avenir. Donc,
Je le regrette parce que je t'ai dit, j'ai des petits-enfants, etc. Et j'ai beaucoup d'amour pour eux et pour leur avenir, mais je ne suis pas sûr que ce que je vois hier, aujourd'hui et je crée demain ait de bon sens. Je ne crois pas. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'associations à Liège, enfin même dans la Belgique de manière générale, ou d'autres projets qui essayent d'aider d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il manque quand même, on se rend compte qu'on en a accueilli ici pas mal, des associations, etc. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il manque des outils, des connaissances, peut-être certaines aides que certaines n'ont pas la capacité de le faire. Et c'est vrai que c'est assez dommage, mais je pense que c'est vraiment général, j'ai l'impression, belge, voire même peut-être européen, que spécialement les gens. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, mais on a l'impression que les gens sont de plus en plus égoïstes, tu vois. Je pense que c'est vrai, mais je pense aussi que les circonstances extérieures sont telles que les gens se replient sur eux en estimant que dans un contexte aussi difficile, eux, ils doivent essayer de s'en sortir, mais bien souvent au détriment de la solidarité. Maintenant, ce qui est grave, c'est que je vois dans ce pays ici, mais aussi dans les pays voisins, un développement important, mettons, de l'associatif. Je trouve ça remarquable, sauf qu'à mon sens, l'associatif, il doit compléter le public. Or, ce que je vois, c'est que de temps en temps, l'associatif, il remplace les missions publiques, que le public ne sait peut-être plus remplir parce qu'il n'a pas les moyens. On ne donne peut-être pas les moyens aux institutions publiques de développer ce qu'ils devraient développer, et alors tu as des compensations avec beaucoup de bénévoles, il faut saluer le travail des bénévoles, beaucoup de bénévoles qui finalement font de temps en temps ce que le public devrait faire. Et tu penses que le fait que le public n'arrive pas à suivre, c'est un problème budgétaire, ou peut-être, moi j'ai l'impression que c'est, en Belgique on a tellement ce côté administratif qui est extrême, c'est-à-dire que tout doit faire remonter, il faut la validation de tout le monde, qu'on perd du temps. Je vais donner un exemple, j'ai travaillé dans une commune à Chaudfontaine, et dans la partie marketing, quand j'avais une idée à développer, tout le monde était assez enjoué de l'idée, mais ça devait remonter, il y avait 1 milliard d'administratifs, et finalement ça prenait du temps et ça ne se faisait pas. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de procédures à alléger, si tu veux, mais d'un autre côté, il faut rester très prudent, c'est de l'argent public. Donc c'est ton argent, c'est le mien, c'est le nôtre. Donc c'est de l'argent public et il faut qu'il soit utilisé à ce pourquoi on l'a attribué. Et il faut constater que de temps en temps, s'il n'y a pas assez de contrôle, il y a des voies qui sont empruntées, qui ne sont pas celles pour lesquelles on a attribué. Mais c'est vrai que je pense que les procédures devraient être allongées, en tout cas plus rapides, pour permettre de prendre des décisions rapides quand ça concerne notamment les personnes défavorisées. C'est ça. Mais tu prends aussi l'exemple, moi, quand j'étais président, chez les pompiers, on disait, Michel, quand il y a eu les inondations, on a dû faire appel aux Français pour qu'ils viennent avec des hélicoptères et tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est acheter des hélicoptères, mais il faut voir qui va les payer. Il faut voir où on va les mettre. Je vous signale qu'il faut une nouvelle caserne ici, rue Rossonnet, parce qu'il y a de l'amiante, et qu'il faudra construire une nouvelle caserne, et qu'il faudra des moyens pour construire une nouvelle caserne. Nous sommes tous d'accord qu'il en faut une, mais il faut trouver l'emplacement. Enfin, il y a toute une série de contingences qui veulent qu'on construise une nouvelle, mais que c'est très difficile. Je prends ça parce que je sors de l'intercommunal, mais c'est la même chose regarde le logement, regarde les milliers de demandes de logement. Et chaque fois que, comme je connais quand même assez bien de monde, et qu'assez bien de monde me connaît, de Michel, là, il y a 10 appartements vides, là, il y a un building vide, là. Mais voilà, il faut de l'argent pour que les sociétés de logement puissent réhabiliter le logement, sans forcément le faire payer par des locataires sociaux, parce que ça, on peut faire, alors. C'est vrai, tu fais des dépôts des autres qui payent. Ça, moi, je ne suis pas du tout de cette nature. Donc, il y a de gros problèmes, et je pense que certaines procédures sont évidemment trop longues, mais aussi, il faut un minimum, voire un maximum de contrôle pour éviter les déviances. Ouais, tout à fait, ouais. Et tu penses que, on a parlé tout à l'heure un peu de tous les différents secteurs sur lesquels le public essaie de faire, sur lesquels ils essaient de faire des projets. On a parlé de la jeunesse, de la culture, etc. Tu disais justement, je ne sais pas si on peut le redire, mais on peut tout dire. Que voilà, au niveau jeunesse, culture, on essaie un peu de diminuer les budgets pour les mettre autre part. Du coup, il me semble que c'est ça que tu as dit. Du coup,
c'est vraiment dommage, surtout pour, je vais prendre mon cas, moi, dans le secteur de la jeunesse, tu vois, j'essaye d'être actif dans certaines choses, et déjà que c'est pas facile, là, du coup, c'est encore pire, alors, sachant que c'est la nouvelle génération, et je trouve que, justement, aujourd'hui, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les jeunes ont plus d'impact aujourd'hui que des personnes plus âgées, au niveau sociétal, tu vois, et le fait de diminuer ces aides, ou je sais pas, etc., je trouve que ça va encore plus faire chuter un peu donc tout ça, quoi. Oui, tu as raison. La diminution dont je parlais, c'est quand on constate au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'il y a un trou, une erreur de 350 millions. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, quand tu vois les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a l'enseignement. On connaît aussi les difficultés de recruter des enseignants et le métier d'enseignant en tant que tel. Qu'est-ce qu'on te dit? L'enseignement ne diminuera pas les traitements. Donc, comme on doit faire les économies, on va aller sur les matières qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et essentiellement, le sport et la culture. Ouais. Estimant probablement que la culture, c'est un plus, mais... Un monde sans culture, c'est plus un monde, parce que même si Trump pense un peu autre chose, puisque lui, il estime que même les universités, Harvard et d'autres, forment des ignorants et des gens qui ne pensent pas comme lui. Mais ça, c'est souvent la théorie des ignorants, c'est de dire les autres sont plus bêtes que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur niveau de bêtise. mais je trouve que si on veut préparer l'avenir, il faut justement mettre l'accent sur la politique de jeunesse, etc., tout en sachant que quand je suis chez les pompiers, je dis il faut mettre l'accent sur la sécurité. Chez les policiers, il faut la sécurité. Il y a ici, dans la région liégeoise, tu as l'hôpital de la Citadelle, tu as le CHU, tu as le Mont-Légien. Cherchons un peu des villes dans un rayon relativement restreint qui peuvent compter sur 3 hôpitaux généraux comme ça. C'est vrai. Donc, il faut aussi se dire, moi j'ai des copains quand ils vont à l'étranger, il faut qu'une chose, c'est de dire, mais si j'avais quelque chose, je reviens bien vite. Donc, je veux dire qu'il y a la santé, il y a la sécurité, mais je ne pense pas que la jeunesse, la culture, le sport doivent venir, j'allais dire, après. Je pense que la priorité pour demain, c'est justement qu'on ait préparé cette jeunesse, que ce soit sportivement. Parce que quand je dis santé, sport et santé, c'est souvent lié. Bien sûr. Donc, il faut aussi qu'on veille à pouvoir développer tout ça. Maintenant, des discours comme les miens, c'est facile. Je dis qu'il faut tout développer. Je ne dis pas qu'il faut tout développer en même temps. Ce qu'il faut, c'est savoir où nous plaçons nos priorités. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les priorités qui sont aujourd'hui, quand je vois ce qu'on va investir pour avoir 3 canons et 2 fusées, mais qu'on me dit qu'on va fermer des centres culturels, je ne sais pas si demain, pour l'avenir de chez nous, ce sera avec des fusées qu'on le fera ou avec des gens intelligents et cultivés. C'est vrai, tu as soulevé un point important, c'est que le sport, on voit souvent ça comme hobby, mais au final, surtout aujourd'hui chez les jeunes, c'est bon pour la santé psychologique et physique. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont beaucoup de charge mentale, qui ont beaucoup de problèmes, et le sport permet justement de leur faire un petit peu de bien, de un peu s'échapper de cette vie. Et côté culturel, comme tu dis, on a une culture qui est quand même riche ici à Liège, et c'est un peu notre identité, et casser ces deux choses-là, c'est dommage. Nous avons aussi, parce que dans les quelques activités que je peux avoir, il y a aussi notamment, nous avons une SBL coup d'envoi, qui est une SBL d'insertion par le sport pour les personnes qui n'ont pas les moyens suffisants pour s'inscrire, pour participer à des stages, etc. Okay. Et nous avons, et là, une SBL, mettons, vaincre la pauvreté, mais vaincre la pauvreté, c'est une SBL qui ne devrait pas exister, mais qui n'a jamais été aussi utile que maintenant. Et quand on voit le nombre de personnes qui s'adressent avec la pauvreté pour venir chercher un colis, ou pour aller faire une excursion, ou avec mon ami Raphaël Espinosa faire des marches, ça veut dire qu'il faut développer au profit des jeunes, et il faut aussi ne pas laisser en rate les personnes défavorisées. C'est pour ça qu'il y a coup d'envoi, c'est pour ça qu'il y a avec la pauvreté. Je suis aussi président de Liège Sport, où là nous distribuons 1 millier de chèques sport, justement pour intervenir sur les cotisations des jeunes, des sportifs défavorisés. Donc je veux dire que tout ça, il faut évidemment ne pas le mettre à terre, parce que tout simplement,
on estime que ce n'est pas nécessaire. Mais pour moi, c'est aussi nécessaire que le reste, même si dans les priorités, il est clair que des gens comme moi, quand je vois qu'on va trouver des milliards, je dis pour les fusées, moi je trouve qu'il y a peut-être d'autres priorités. C'est vrai que c'est dommage. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta transition vers le politique à un moment donné, parce que tu nous as raconté une histoire assez marrante. Est-ce que tu pourrais la re-raconter, s'il te plaît? Oh oui, si tu veux, à un moment donné, donc j'ai été directeur général du CPS. Ouais. Le président du parti m'appelle pour me dire, écoute Michel, on voudrait bien que tu te mettes sur la liste électorale. En me disant, Michel, tu es trop malin pour rester au CPS. Première surprise, c'est la première fois qu'on me disait que j'étais malin, et la première fois qu'on me disait que j'étais trop malin. Et on me propose d'être sur la liste électorale et d'être troisième sur la liste pour devenir député, puis secrétaire d'État, etc. Mais moi, j'avais pas envie de quitter Liège. Quand je ne l'avais jamais quitté, c'est un peu comme on te sépare de ta maman. Ouais. Moi, je voulais pas être séparé de Liège, donc ça ne m'intéressait pas. Mais comme ils me disaient, ceux qui me disaient ça, voulaient que je fasse de la politique, je me dis, ils sont peut-être plus malins que moi, puisqu'ils me trouvent très malin. Ouais. Je suis donc allé voir le bourgmestre de l'époque, qui m'a dit, alors Michel, on t'a expliqué. Mais je dis, oui, mais je suis d'accord de faire de la politique, mais je veux en faire à Liège. Et si je fais quelque chose, je suis candidat bourgmestre de Liège. Et je dis au bourgmestre. La réaction du bourgmestre, je m'attendais à une réaction violente. Si tu veux, ce que le bourgmestre m'a dit, il a regardé mes soquettes, il m'a dit, tu as des soquettes blanches. Quand on est candidat bourgmestre, on ne met pas des soquettes blanches. Je vous signale que depuis j'ai acheté ces soquettes-là, j'ai des soquettes de couleur, mais je ne suis pas bourgmestre. Ah, magnifique. Et du coup, ça ne s'est pas concrétisé, le projet bourgmestre de la ville de Liège? Non, ça ne s'est pas concrétisé. Parce que on m'a un jour annoncé qu'il y avait un détournement de 2 milliards 500 000 euros au CPS de Liège et qu'on a porté plainte contre X. Malheureusement, moi, c'est pas X. Je dis malheureusement parce que comme j'avais rien détourné, évidemment, comme on a tout retrouvé, mais on a retrouvé tout après les élections. Ah, comme par hasard. Et là, évidemment, aux élections, je n'ai pas pu être élu puisque j'étais toujours au CPS. Et tu avais un cumul, à juste titre, un cumul interdit. Donc, comme j'étais au CPS et qu'on ne voulait pas que je quitte le CPS parce qu'il y avait un détournement, on a constaté que j'étais inéligible. Le 1er janvier, je crois que le 5, on a mené une enquête et on a retrouvé les 2,5 milliards. Et pour que les choses soient claires, ces milliards, ils étaient tout simplement sortis de la caisse du CPS pour entrer dans la caisse de la Citadelle qui était devenue une intercommunale. Donc, la Citadelle qui était CPS est devenue intercommunale. Elle est à juste titre partie avec sa trésorerie. Il y en a qui n'ont pas vu que 2,5 milliards, tu sais, hein, quand tu dis qu'il y a des procédures très longues. Ah ouais. Celle-là, elle était très, très brève, hein, parce qu'ils ont pris les 2,5 milliards qui leur appartenaient. Hein. Mais au CPS, il manquait 2,5 milliards, mais on n'a plus l'hôpital non plus. Hein, donc, je n'ai donc pas été bourgmestre. J'ai eu la chance de rester au CPS. Et j'ai continué toute ma carrière là-bas avec beaucoup de bonheur. Je crois que l'objectif était de développer les services, d'être à la disposition des gens. Je crois que c'est plus difficile aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de dossiers par travailleur social. Tu sais, moi, je me souviens toujours d'une quand elle faisait les enquêtes à domicile et elle me disait, écoutez, monsieur Fawet ou monsieur le directeur général, moi, pour savoir si la dame vient qu'un homme, il faut que j'aille voir s'il y a des caleçons qui portent à la corde. Donc, ça voulait dire qu'elle devait pouvoir faire des enquêtes à domicile. Ouais. Mais quand tu fais une enquête à domicile, ça prend du temps, parce qu'il faut faire l'enquête et puis le rapport. Et deuxièmement, je crois qu'on tournait à peu près à 80 dossiers par assistant social. Je crois que maintenant, malheureusement, ils sont à 120. Et avec les mesures que le gouvernement est en train de proposer, sans savoir comment on va les appliquer, hein, parce que je vois que dans le budget, le prochain budget, il n'y a rien pour le CPS. Il y aura l'année suivante. Et pendant cette année-là, l'année prochaine, si il faut engager du personnel, tu ne sais pas encore augmenter le nombre de dossiers, parce que ce que je dis aussi depuis le début, si tu donnes trop de dossiers à quelqu'un, il bâcle ces dossiers. Pas parce qu'il a envie de les bâcler, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et quand tu as trop de dossiers, tu as des agents alors qui te sont malades, on remet leur travail sur le dos de ceux qui en ont déjà trop, et tu arrives comme ça, si tu veux, à une grosse difficulté pour les travailleurs sociaux,
et surtout pour les personnes qui s'adressent au CPS, puisqu'elles doivent attendre des fois des mois avant d'être fixées, parce qu'on ne sait pas respecter les dispositions légales. C'est un peu ce que je le crains. Le gouvernement est en train de faire, c'est de dire on va faire ça, ça et ça, mais quand tu demandes comment on va le faire, ça on te le dira plus tard. Et tu penses que ça va être dangereux par le fait que déjà au niveau chômage, là ils sont en train de mettre des dispositions, ça va se répercuter sur le CPS, plus que tout ce que tu es en train de dire par rapport au CPS. Est-ce que tu ne penses pas qu'on risque d'avoir une crise sociale Si, je pense qu'il y a une crise sociale qui se prépare ou qu'on prépare. Hein. Et deuxièmement, moi je crois qu'il faut prendre l'exemple, si des dizaines ou des centaines de dossiers arrivent, il faut du personnel, il faut le trouver. Quand on est assistante sociale, quand quelqu'un, gamin ou une gamine, veut devenir assistant social, je t'assure bien que ce n'est pas pour aller chez des personnes en difficulté, pour refuser des fois l'aide sociale, parce qu'ils n'y ont pas droit. L'assistant social, c'est quelqu'un qui veut socialement assister. Donc, je ne crois pas que les écoles qui sont formées pour ça, mais il y en a qui acceptent, et quand ils voient ce que c'est, qui sont presque de partir, hein, parce que c'est un métier très, très difficile pour moi. Deuxièmement, avoir du personnel, il faut le trouver, il faut le former, il faut des locaux, il faut de l'informatique, il faut du matériel. Mais tout ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on sache qu'on ne peut pas laisser les gens sans revenus. Et quand ils seront sans revenus, hein, si malheureusement ça arrive, ça aura des effets. Les gens ne vont pas se laisser crever de faim, ils ont raison. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, hein, c'est ce qu'on leur a préparé. On leur a préparé l'avenir qu'on est en train de leur préparer. Et je trouve ça... Quand j'entends le président d'un parti dire que quand on est propriétaire, on ne peut pas avoir droit au CPS, je crois que si c'est lui qui fait les lois, il devrait d'abord essayer d'apprendre les lois qui existent avant de devoir changer ce qui n'a pas le lieu de changer. Mais enfin, je ne veux pas polémiquer plus que ça, mais je pense que les choses vont être très difficiles, notamment en ce qui concerne le CPS, sachant aussi que quand tu es chômeur, la prise en charge du chômage, c'est à l'État. Tandis que quand tu es au CPS, il y a 70% l'État, mais 30% pour le CPS, donc pour la ville. Donc il y a aussi le fait, si tu veux, de transférer sur une ville qui n'a pas encore de budget, tellement c'est difficile, de transférer des sommes comme ça sur les pouvoirs locaux. Et ceux qui font ça pourront dire qu'eux, ils ont amélioré la performance chez eux, puisqu'ils ont mis ça sur le dos des autres. On peut tous faire ça, mais c'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé en 2018, non, quand il fallait... Mais du coup, toi, tu as une vision plutôt pessimiste de l'avenir par rapport au social, quoi. Oui. Ce qu'on nous prépare, ce qu'on nous annonce, me rend effectivement pessimiste. Et tu penses que c'est lié à quoi, ça? Tu penses que c'est fait exprès? Est-ce que c'est de la compétence? C'est de l'ego? Parce que parfois, c'est ce que les gens peuvent se dire. Tiens, c'est quand même fou, quoi. Je pense qu'il y a une volonté. Donc, le résultat des dernières élections a quand même montré que les gens voulaient du changement. Je pense que c'est comme ça partout. Mais d'un autre côté, quel type de changement? Tu sais, quand aux élections, on prépare un programme, et quand tu vois ce qu'on en fait réellement quand on est au pouvoir, il faut quand même se dire, et ça concerne pas seulement un parti, hein, ça concerne ceux qui te promettent demain on rasera gratis, et après-demain, ils sont comme toi, ils ont une barbe. C'est vrai, ouais. Et du coup, j'aimerais revenir sur un sujet qu'on a parlé, c'est le fait que tu n'es pas devenu bourgmestre. Est-ce que, avec cette histoire de détournement, ça t'a affecté au niveau, parce que c'est quand même une injustice, je trouve ça dingue, quoi, quand même. C'est une profonde injustice qui m'a fort affecté, parce que c'était vraiment l'objectif que je poursuivais, sachant que la plupart des objectifs que j'avais poursuivis ou suivis, je les avais obtenus. Et je t'ai dit, grâce à un travail d'équipe, grâce à un investissement personnel. Et là, c'était pour moi. Ce qui m'aurait le mieux convenu, c'est ce que je souhaitais avoir, en espérant que je puisse rendre service à la ville et aux gens, ou aux gens et à la ville. Mais cela étant, oui, ça m'a fort affecté, mais j'ai gardé mon boulot, et mon boulot, c'était quand même un boulot très, très, très intéressant, et donc je n'ai pas eu le temps de beaucoup pleurer. Hein. Mais j'ai quand même, quelques années plus tard, 30 ans plus tard, je ne l'ai quand même pas oublié, et je peux te dire qu'à mon âge,
je l'oublierai jamais. Ah ouais, c'est dommage. Et tu penses que si tu serais devenu bourgmestre, tu aurais pu changer pas mal de choses? Je pense qu'on aurait fait les choses un peu autrement. Ouais. Est-ce que maintenant, sans l'avoir été, je peux dire que si je l'avais été, les choses allaient s'améliorer? Évidemment, tu ne postules pas, quand tu es directeur général du CEPES avec 5000 personnes, tu ne postules pas comme bourgmestre pour aller faire du dégât et du grabuge. C'est parce que je pense qu'avec une bonne équipe, on aurait pu améliorer les choses. Il y a des choses qui ont été faites. Et je ne parle pas des dernières années, je parle de l'époque. Je pense qu'il y avait des choses qu'on aurait pu faire, qu'on aurait dû faire, et qui n'ont pas été faites. Et peut-être bien que si j'avais été là, j'aurais de temps en temps un peu, pas divagué, mais je me serais peut-être de temps en temps un peu trompé aussi, parce que rares sont ceux qui disent, si j'avais été là, tout aurait été parfait, et aujourd'hui, tous les Liégeois seraient riches. Ça, je ne le dis pas. C'est vrai. Et dis-moi, t'en penses quoi du tram, toi? Quel est ton avis sur ça? Donc, il y a deux choses. Est-ce qu'il fallait un tram? Je pense que si on n'avait pas fait le tram, qu'est-ce qu'on faisait? Ou bien on continue... Des fusées en plus. Attends, laisse d'abord acheter celle-ci. Non, donc je suis favorable vraiment au développement des transports publics. Ce qu'il faut, c'est évidemment que quand on me dit, ben oui, mais moi, Michel, maintenant, avant, j'ai une petite fille qui est à l'UNIF au Sartillement. Qu'est-ce qu'elle fait, ma petite fille? Ben, elle prend le bus de Jupille à Liège et de Liège au Sartillement. Maintenant, elle va prendre le bus, je crois, de Jupille à Bressou, puis elle va prendre le tram de Bressou à Liège, puis reprendre le bus. Ben, ma petite fille me dit qu'il fallait vraiment un tram comme ça. Alors, quand tu constates aussi que quand on voulait faire le tram, notamment de Herstal, Liège-Serret, le gouvernement te dit, là, ça coûte trop cher, là aussi, donc on fera que ce morceau-là, ben, c'est le vrai problème. Un service public, pour moi, c'est un service qui doit être complet. Il faut que le bus t'amène où il faut qu'il y ait des parkings, pas des parkings coûteux pour ne pas que les gens, finalement, que les gens dépensent trop dans la mobilité. Donc le tram, oui. Un service public complet, oui. Il n'est pas complet, il n'empêche que je pense, je serai d'ailleurs demain à l'inauguration, si je ne pensais que ça sert à rien, j'irai pas. mais je dis sincèrement que quand je vois la ville comme elle est encombrée, etc., j'espère que le tram permettra notamment aux nombreux étudiants et aux commerces qui ont été victimes de la longueur des travaux, parce qu'on peut aussi en parler longuement. Je pense que c'est peut-être une partie de la solution. Donc je suis favorable à cette partie de solution. J'espère qu'on pourra continuer à développer ça. Et une petite question comme ça, moi j'entends de plus en plus de jeunes qui veulent aider au niveau social ou autre, tu vois. Il y en a de plus en plus qui ont le courage justement de mettre en place des projets, des associations, etc. Quels conseils tu pourrais leur donner pour les motiver, tu vois, face à les difficultés auxquelles ils vont faire face, etc., tu vois? Le premier conseil que je donne, c'est qu'on leur donne les moyens de préparer leur avenir. Leur avenir, il ne se prépare pas en venant distribuer de la soupe. Leur avenir, il se prépare par des écoles adaptées pour permettre aux jeunes, justement, de valoriser leurs compétences et d'acquérir des compétences. D'un autre côté, je pense que le fait, à côté de l'école, derrière l'école, après l'école, de s'investir dans l'associatif, dans l'aide aux autres, je pense que ça peut les aider pendant toute leur carrière. De savoir qu'ils doivent être disponibles indépendamment des acquis professionnels qu'ils auront acquis. Et c'est vrai que j'ai encore reçu sur mon Facebook des demandes pour dire, Michel, est-ce qu'on peut venir donner un coup de main? Donc c'est vrai qu'ils se rendent compte aussi, parce que les jeunes, ils sont aussi conscients des difficultés, ils voient bien la grande difficulté, celles qui vont nous arriver, et il y en a qui souhaitent s'investir. Mais je dis, la priorité, c'est de se préparer à une longue vie et une vie enrichissante, sans oublier qu'il y a ceux qui n'ont pas cette chance-là, et leur donner un peu de consistance, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Et toi, du coup, tes enfants et tes petits-enfants, ils suivent un peu ton parcours ou pas spécialement? Ils sont dans d'autres secteurs? Non. Je vais d'abord te dire ceci. J'ai une petite fille qui est maintenant pédiatre depuis 1 mois. Ah, félicitations à elle. Et je lui avais dit, écoute un peu, c'est d'ailleurs, si c'est repris
C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, ben bon anniversaire alors. Voilà. Lolo, bon anniversaire, chou. Et cette petite fille-là, qui est très proche de moi, et je suis très proche de mes enfants, ils sont très proches de moi, elle est donc pédiatre. Je lui avais demandé, quand elle m'a dit, je ne vais pas être généraliste, j'avais dit, pense à ton grand-père pour te spécialiser. Je me disais gériatrie ou pas, elle est pédiatre. J'ai mon autre petite fille qui va à l'UNIF et je dis la même chose, pense à ton grand-père. Elle fait vétérinaire. Alors, donc, ce sont des faits vécus. Je les adore, qu'elles soient pédiatres, vétérinaires ou architectes, parce qu'il y en a une qui fait architecture. Mais elles suivent tout ce que je fais. Je dis, on est très très proches, donc on se voit souvent, on se parle souvent. Je ne suis pas sûr qu'elles sont toujours d'accord avec moi, mais je me demande s'il n'y a pas un problème de génération. Ah, ça c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus dans le débat, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais c'est ce bien, que je n'aime pas. Ah, c'est vrai? Je dis, quand votre grand-père le dit, c'est comme ça. Ah ouais, ça, bien sûr. Ouais, je le dis, mais ça ne porte pas ses effets. Ouais. Non, c'est bien, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit les jeunes beaucoup plus, comme tu as dit, conscients et essayer d'aller dans le débat face à des personnes plus âgées. Et bon, c'est pas toujours cohérent, mais il y a des choses intéressantes qui ressortent et je trouve que c'est quand même pas mal. Et surtout avec Internet, maintenant, on a accès à plus d'informations, plus de savoir, etc. Donc ça permet de... Mais bien souvent, c'est elles qui ont raison. Hein, mais à mon âge, si tu veux, n'aime pas l'avoir tort. On coupera cette partie dans la vie. Non, stop. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie, dans ta carrière, dont tu es fier des projets que tu as pu mener ou quoi? Vraiment des fiertés personnelles que tu as? Des fiertés personnelles, je t'ai dit tantôt, moi, la plupart des choses, voire toutes les choses qui ont été réalisées, c'est en équipe. Alors, est-ce que j'ai une fierté personnelle? Je suis content qu'on ait remplacé l'hôpital de Bavière par la Citadelle. Je suis content qu'on ait remplacé l'hôpital de Sainte-Agathe par le Petit Bourgogne. Je suis content que l'hôpital des Anglais, le personnel et les malades ont été soignés à la Citadelle et que l'hôpital des Anglais a été reconditionné pour permettre justement des services régionaux d'être à Liège. Je suis content que l'orphelinat du Verbois a été reconditionné pour recueillir les services aussi de la région. Je suis content que le Balloir, qui était un orphelinat pour jeunes filles, soit devenu à un moment donné un orphelinat mixte pour ensuite être vendu à l'abbé Guérard pour en faire quelque chose où on retrouve des jeunes et des personnes âgées. Donc tout ça, je suis content que tout ça se soit bien passé. Et je pense qu'en 30 ans, j'ai un jour un type qui n'était pas d'accord avec moi à l'hôpital du Péry. Et il a fait grève contre moi. Mais il était tout seul. Il a perdu la grève. Mais pour le reste, si tu veux, en 30 ans, je n'ai pas eu de gros problèmes avec les organisations syndicales et avec les représentants du personnel. On a toujours essayé de bien négocier, de se comprendre. On n'a pas toujours été d'accord, mais bien souvent, j'ai eu affaire à des gens responsables qui comprenaient qu'on ne faisait pas ça parce qu'on avait envie de le faire, on faisait ça parce qu'on devait le faire. Et bien souvent, on se rendait compte après que ce qui avait été fait était bien fait et qu'on avait bien fait de le faire. Donc, je suis content du climat social instauré pendant 30 ans. Je suis content de tout ce qu'on a pu faire. Je t'ai cité les exemples des vieux hôpitaux. Donc je suis content, fier de tout cela. Je regrette maintenant les conditions dans lesquelles notre personnel doit travailler, pas à cause des responsables, mais à cause justement du manque de moyens et d'un gouvernement qui, à mon avis, n'a pas la fibre sociale que je souhaiterais qu'il puisse avoir. Ouais, c'est vrai. J'avais une question, trop de mémoire. Ah oui, est-ce que donc tu as parlé de tes 2 associations dans lesquelles tu travailles, dans lesquelles tu es engagé. Ouais. Est-ce que tu travailles aussi sur d'autres projets dans lesquels Est-ce que tu aides, je veux dire, d'autres associations ou quel est ton quotidien aujourd'hui? Je suis aussi administrateur au Resto du Cœur. Donc... Ah, tu es toujours... je suis toujours au Resto. Et chaque année, quand c'est un Mardi Gras, nous allons offrir 300 potés et nous allons manger tous ensemble là-bas. Je suis très, très ami avec Bob Malbourg, qui est le patron, mais je suis aussi administrateur là-bas depuis de très nombreuses années. Je continue à être président d'honneur au football, donc je continue le sport, bien sûr. Tu continues à faire du sport? Oui. Oui.
peux même pas te dire que je roule mes cigarettes, je fume pas. Non, c'est top. En tout cas, Michel Fawe, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience, tes leçons de vie aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans et ça fait plaisir de voir justement qu'à Liège, on a des personnes qui essayent d'aider d'autres personnes dans différents domaines. Merci pour ton authenticité, donc c'est vraiment cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des gens qui veulent prendre contact avec toi ou où est-ce que tu es peut-être habituellement? J'avais cru qu'il me demandait l'adresse d'un bistrot, mais c'est pas ça. Tu peux donner. Tu m'as parlé d'une brasserie à Jupy, on va mettre de l'adresse peut-être? À mon avis, si on met l'adresse de la brasserie, ils vont pouvoir aller picoler gratuitement. Non, mais j'ai 2-3 bureaux. J'ai 3 bureaux à la ville, parce que ça m'aide beaucoup. Comme ça, ma femme ne sait jamais où je suis. Je suis rue d'Amercœur, où nous sommes souvent. Rue d'Amercœur. Sur les réseaux sociaux, tu es actif? Oui. J'ai même vu sur les réseaux sociaux mon numéro de GSM. Il y a des fois que je me surprends, me dire, mais comment est-ce qu'il a mon numéro? Et bien, je sais qu'il est sur reste, je ne sais plus sur lequel. Les réseaux sociaux, je suis vraiment content que tu m'en aies pas parlé. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, bah tant mieux. C'est un autre travail, hein, c'est spécial. Oui, ça, je m'en occuperai un jour ou l'autre. Mais pour le moment, si tu veux, j'ai quand même aussi un petit-fils de 9 ans, qui est mon principal adjoint en matière de réseaux sociaux. Magnifique. Ben voilà, faut aller les jeunes. Voilà pourquoi les jeunes c'est important, parce qu'ils sont là pour nous aider sur les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, parce que ça va très vite. Hein. Avec l'intelligence artificielle qui arrive en plus, franchement. Oui, mais et bientôt les fusées. Tu sais que j'ai trouvé notre entretien remarquable, sauf quand tu commences à ne plus parler en français. Parce que ce que tu me dis là, je comprends plus rien. C'est peut-être moi. Hein. Non, mais t'as raison, on va éviter les réseaux sociaux. On va rester. Non, mais en tout cas, franchement, merci beaucoup parce que ça nous fait plaisir. Comme on t'a dit, on aime bien vraiment mettre en avant certaines personnes. Tu vois, par exemple, ici, le format qu'on a ici, ça va être beaucoup vu par les jeunes. Et souvent, les jeunes, ils ne connaissent pas trop ce que les personnes plus âgées font. Et ça permet aussi de montrer que Liège, on a pas mal de personnalités qui essaient de faire bouger les choses et qui font bouger les choses. Donc encore une fois, merci. Je te laisse peut-être un dernier mot pour les jeunes, peut-être, ou pas que. Et voilà. Oui, mais d'abord, je tiens à vous remercier, je tiens à vous féliciter pour le studio, parce que je me dis bien que dans des locaux comme ceci, il y a dû y avoir du boulot. Ah ouais, c'était pas facile. Un studio comme celui-ci. Quant aux jeunes, je dis encore, ce qui compte, c'est de vouloir quelque chose et de le vouloir vraiment. On ne peut pas... On n'a pas d'orientation. Moi, je n'ai pas d'orientation à donner aux jeunes. Ce que j'ai, c'est à me battre avec tous ceux qui veulent se battre pour que les jeunes aient les moyens de réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser. Pas forcément uniquement à leur profit, mais à leur profit et au profit des autres. Et ça, je crois que c'est une tâche des adultes et même des vieux adultes de ne jamais oublier que c'est ceux qui suivent qu'on doit préparer. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau message.